Ok, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer donc ce webinaire de lancement sur la formation Construire sa feuille de route biodiversité. Je suis vraiment ravie avec toute l'équipe de vous accueillir ici, aussi nombreuses et nombreux. C'est vraiment un sujet qui me passionne et qui vous passionne également, j'en suis certaine. Donc, autour de la table virtuelle, aujourd'hui, nous avons donc plusieurs membres de la Carbone 4 Academy dont je fais partie. Christina Stuart, je suis manager pour le pôle développement pédagogique. Nous avons aussi des membres de la pratique biodiversité de Carbone 4, Arthur Pivin, Alexis Cos, Léa Prunier. Nous allons les présenter tout à l'heure avec les autres panélistes. Donc, quelques mots juste d'instruction avant de démarrer ce webinaire. Nous allons utiliser un Menti aujourd'hui pour avoir un peu plus d'interactivité avec vous, vous connaître un peu mieux et aussi répondre à quelques questions. Si vous voulez bien vous connecter directement avec votre téléphone portable, c'est le plus simple. Vous pouvez en fait scanner soit le QR code, soit aller directement sur www.menti.com et rentrer le code, mettre un petit cœur. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de cœurs qui apparaissent. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui sont en train d'arriver, le code s'affiche toujours ici en haut. À n'importe quel moment, vous pouvez vous reconnecter au Menti si vous en avez besoin. Très bien, très bien. Je vois que plein de cœurs apparaissent. Je vais continuer, mais dans tous les cas, vous savez que le code s'affiche tout le temps en haut de l'écran. Alors, du coup, pour tester ce Menti, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rentrer votre secteur d'activité? Alors, vous savez à peu près qui est là, vous vous présentez la formation, mais on voudrait aussi savoir qui est là pour nous entendre aujourd'hui. Quel secteur à peu près? On a une belle diversité. Donc, en effet, plutôt dans l'assurance finance conseil, on a su dans l'agriculture territoire alimentaire, l'industrie chimique, culture média, aussi dans le social, l'enseignement. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais laisser encore une petite minute pour voir s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre à la question. Aussi des membres de bâtiments et travaux publics. Très bien, ok, super. Ça nous permet d'avoir déjà un bel aperçu de qui est là. Ok, donc pour le programme d'aujourd'hui, on a bien 1 heure ensemble. Donc on va démarrer par une présentation de la Carbone 4 Academy. Donc c'est Juliette Deck, notre co-directrice, qui va du coup m'accompagner pour cette partie-là. Ensuite, une introduction sur la biodiversité par Arthur Pivin, une présentation de la formation par moi-même, un extrait du contenu de la formation avec Marc Janson du MNHN, un témoignage d'une entreprise, donc c'est bien Gaëtan Grange de Hager qui va faire ça pour nous. Et ensuite, un moment de questions-réponses. Donc là, c'est aussi le moment où je voudrais bien juste vous rappeler de si vous avez des questions au fur et à mesure de cette présentation, n'hésitez pas à utiliser en bas sur Zoom le Q et R. Donc c'est vraiment la partie questions et réponses pour poser toutes vos questions que vous avez. Soit ce sont des questions qu'on va vous répondre directement à l'écrit dans le chat, soit on va les prendre à la fin pour le moment de questions-réponses. Donc, Juliette Deck, je te passe le micro. On va tourner l'ordinateur, c'est très pratique. Merci beaucoup, Christina. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir ce matin pour le lancement de cette nouvelle formation. Toutes les équipes ont travaillé très dur, donc on est vraiment très contents. Moi, je voulais juste vous dire un petit mot voilà, d'introduction sur qui on est, la Carbone 4 Academy, parce que vous connaissez certainement Carbone 4, donc qui est l'entreprise de référence en France qui accompagne notamment les entreprises sur
leur impact sur le changement climatique et l'impact du changement climatique sur leur activité, voilà, dans une vision de double matérialité. Et la Carbone 4 Academy, c'est le centre de formation de Carbone 4 pour les professionnels. C'est une activité qui est née en 2021. Et notre objectif, c'est vraiment de diffuser au plus grand nombre de professionnels tout ce qu'on a appris à faire au sein de Carbone 4 auprès de nos clients pour autonomiser et diffuser les compétences clés de la transition pour travailler sur ces sujets en entreprise en fonction de vos secteurs et de vos métiers. Et donc, on a des activités de formation à la fois inter-entreprise, mais aussi des formations sur mesure. Et voyez, en termes de public cible, on cible voilà, différents départements métiers au sein des entreprises, donc notamment départements RSE, QHSE, ESG pour la partie finance, évidemment les achats et la supply chain, les directions industrielles, le département des risques, les directions financières et les directions générales. Et on va vraiment chercher à vous autonomiser sur des compétences vraiment opérationnelles avec des formations qui sont plutôt des formations cortiquées, notamment sur la maîtrise des réglementations environnementales, puisque c'est absolument un indispensable aujourd'hui, la mesure des nouveaux indicateurs importants pour la transition écologique et donc bien sûr l'empreinte carbone, l'identification des risques climatiques, la sélection des fournisseurs et tout ce qui concerne la construction des plans d'action à la fois de décarbonation, de résilience et aujourd'hui on est très content de pouvoir l'annoncer aussi concernant la biodiversité puisque bien sûr que c'est un enjeu absolument indispensable à prendre en compte pour y travailler, pour les entreprises et pour la société au sens large. Et donc, je vous présente très rapidement les deux slides avant de repasser la main pour notre catalogue inter-entreprise. Donc, aujourd'hui, on a 6 formations au catalogue qui se déroulent tous les mois ou tous les 2 mois par formation. Donc, on a plutôt les formations qui concernent les départements, notamment RSE et des professionnels qui sont à forte composante durabilité. Donc, construire sa feuille de route climat, la fameuse nouvelle d'aujourd'hui, construire sa feuille de route biodiversité et la formation mesurer l'empreinte carbone de son organisation pour être capable de maîtriser en autonomie le calcul de l'empreinte carbone. Et 3 autres formations qui sont adapter son organisation au changement climatique. Là, on va vraiment s'intéresser aux risques climatiques qui pèsent sur les entreprises et la façon dont on peut vraiment prendre à bras le corps ce sujet parce qu'il y a une manière d'y travailler, je vous assure. La partie supply chain, là qui est en partenariat avec un autre organisme de formation qui est expert de ces métiers de la supply chain depuis 35 ans. Et donc, c'est une formation aussi toute nouvelle et on fera aussi un autre webinaire de présentation prochainement. Et enfin, une formation qui est dédiée aux professionnels du secteur de la finance, donc tout ce qui concerne la banque, la gestion d'actifs, l'assurance, l'investissement, et qui permet vraiment de savoir comment est-ce qu'on déploie une stratégie d'investissement bas carbone et aussi tout ce qui concerne la gestion directe et évidemment la réglementation européenne et française qui est éminemment structurante. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Carbone 4, vous verrez la rubrique formation et là vous verrez l'ensemble de l'activité de formation de Carbone 4. Voilà, c'est pour moi et donc je repasse la parole à toi, Christina. Merci beaucoup, Juliette. En effet, on est super content d'avoir ajouté la formation biodiversité à notre catalogue. Maintenant, on voudrait avoir un petit mot sur la genèse en fait de cette formation, parce que ça fait depuis assez longtemps qu'on réfléchit vraiment à ce sujet. On a des fortes compétences et des expertises là-dessus en interne, et donc c'est vraiment quelque chose où on est super content de sortir cela. Et donc, je voudrais passer la main à Arthur Pivin, qui était enfin vraiment aussi là avec la genèse de cette formation. Donc, Arthur, donc expert dans la biodiversité, est-ce que tu voudrais bien nous faire une petite intro sur pourquoi cette formation? Merci beaucoup, Christina, avec plaisir. Et donc, je pense que si vous êtes connecté, c'est que vous êtes conscient que la biodiversité, finalement, c'est un sujet, même s'il est apparu dans le paysage un peu plus tard que celui du climat, qui est tout aussi important. Et c'est pour ça que Carbone 4, qui est d'abord Carbone 4 Conseil, aujourd'hui également Carbone 4 Academy, et en fait toutes les divisions de Carbone 4 ont pris aussi en main le sujet pour l'intégrer dans son offre. Et la biodiversité, aujourd'hui, est dans une phase où elle disparaît à un rythme qui est véritablement sans précédent. Vous êtes peut-être déjà un petit peu au courant, mais quelques chiffres pour préciser un peu ce que ça veut dire. D'après l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, donc un organisme de scientifiques internationaux qui publie sur le sujet, on a aujourd'hui une espèce sur 4 parmi celles étudiées qui est en grave danger d'extinction. Donc ça, c'est un chiffre de 2019. Donc c'est vraiment 25%, c'est
significatif. Mais la biodiversité qui disparaît, ce n'est pas seulement les espèces en voie de disparition ou les espèces, disons, éteintes. C'est aussi tout simplement des populations, donc un volume finalement d'espèces et d'individus sauvages qui disparaissent de façon extrêmement brutale. On a perdu, d'après un rapport du WWF, on a perdu environ deux tiers, même quasiment 70% des populations de vertébrés sauvages, donc les poissons, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles, en moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que les populations d'il y a 50 ans, de 1970, qui n'est pas si vieux, ont été divisées par 3 dans l'ensemble. Pour les insectes, c'est encore pire. On pense à peu près 80% de disparition des populations d'insectes en Europe, donc 4 cinquièmes qui ont disparu. Donc c'est extrêmement brutal. On parle en fait de sixième extinction de masse. Une extinction de masse, c'est un épisode où la vie disparaît de façon extrêmement brutale et qui représente une transition d'une ère à l'autre. Par exemple, la disparition des dinosaures. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'érosion parfois, ou même d'effondrement de la biodiversité. L'effondrement est un mot un peu plus politique, mais disons, dans le cas de la biodiversité, quand on regarde les chiffres et la rapidité de disparition, il n'est pas abusif de dire qu'on est dans une phase d'effondrement de la biodiversité. On a perdu deux tiers des populations d'animaux sauvages en 50 ans. Et donc, nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse. Elle est plus rapide, en fait, même. Elle a un rythme qui est incomparable avec toutes les précédentes. Donc, si on veut finalement comparer ça aux dinosaures, c'est comme si de nouveau on avait une météorite qui était tombée sur Terre, sauf que cette fois, la météorite, eh ben, c'est tout simplement nous, ce sont les sociétés humaines et les activités. Car comme pour le climat, la disparition de la biodiversité, ça peut, disons, il peut y avoir des facteurs naturels, c'est-à-dire qu'en effet, il peut être naturel il est naturel que des espèces disparaissent, mais au rythme où ça arrive aujourd'hui, c'est absolument et indéniablement la conséquence des activités humaines. Les activités humaines génèrent ce qu'on appelle des pressions sur la biodiversité, mais ça, vous le verrez plus en détail lors de la formation. Mais comme de la même façon que les gaz à effet de serre réchauffent l'atmosphère, disons qu'il y a des pressions qui sont générées par les activités humaines qui font disparaître la biodiversité. Et ces pressions, elles viennent d'où? Elles viennent de nos activités et donc nos activités économiques, ce qui fait que les entreprises sont finalement en première ligne pour l'action pour la biodiversité. Prendre à bras-le-corps la question de la biodiversité, freiner voire inverser l'érosion de la biodiversité, c'est un enjeu majeur pour notre siècle et c'est un enjeu pour lequel les entreprises sont vraiment au cœur du sujet. Les entreprises vont devoir agir pour contribuer finalement à cette réduction des pressions et des impacts, mais aussi elles vont devoir s'adapter très rapidement. De nouveau, comme pour le climat, il y a la question de réduire son impact, mais il y a aussi la seconde matérialité, il y a la question de l'adaptation. De même que le climat, la modification du climat impacte les activités humaines, l'effondrement de la biodiversité va venir impacter les activités humaines et donc les activités des entreprises, puisque sans parfois s'en rendre compte, on dépend énormément du vivant sur toutes les composantes de nos activités et nos sociétés reposent finalement sur ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui sont des services qui sont rendus gratuitement par la nature. Donc les entreprises sont absolument au cœur de cette question de la biodiversité, parce que la réduction de l'impact dépend beaucoup de leur capacité à se transformer, mais aussi parce qu'elles vont devoir nécessairement se transformer pour faire face aux conséquences de cet effondrement de la biodiversité. Donc il faut agir et s'adapter. Et pour agir et s'adapter, la première étape, naturellement, c'est de comprendre. On ne peut pas agir sur un sujet qu'on ne comprend pas, on ne peut pas s'adapter à des conséquences, à des phénomènes qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi cette formation qu'on développe avec la Carbon 4 Academy est finalement un point de départ indispensable à toute entreprise qui souhaite finalement être au niveau et être à la hauteur des enjeux sur cette question de la biodiversité. D'autant que la biodiversité, c'est un sujet qui est complexe. Alors, on aime bien dire, nous, que c'est encore plus difficile que le climat, mais on est peut-être un peu biaisé. Chacun voit finalement sa propre paroisse comme, disons, plus importante que les autres. Mais disons qu'on a au moins deux raisons objectives de dire que c'est peut-être encore plus compliqué que le climat. Le premier, c'est que les causes sont diffuses. Le climat, ce sont des gaz à effet de serre. Et finalement, toute la question du climat, de l'impact sur le climat, peut être réductible à l'émission de gaz à effet de serre. Alors pour la biodiversité, c'est beaucoup plus diffus. La destruction de la biodiversité vient de l'émission de polluants, vient du plastique, vient finalement de l'usage des sols, etc. Et il y a un nombre de causes très diverses et très diffus. Et la deuxième facteur, c'est que les impacts sont très locaux. Finalement, les écosystèmes chacun des écosystèmes est unique et donc on a un enjeu de la localité de la question de la biodiversité qui ajoute à la complexité.
Donc, c'est un sujet qui est complexe. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi un sujet qui est passionnant. Comprendre la question de la biodiversité, c'est comprendre aussi le fonctionnement d'un écosystème, c'est comprendre les dynamiques du vivant, et c'est un sujet qui est absolument passionnant. Donc, c'est la bonne nouvelle. Il va falloir prendre les choses en main, il va falloir le comprendre, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose dont on a toujours le retour, que c'est très intéressant de rentrer dans ce sujet-là. Donc voilà, on est très heureux de lancer ça avec vous. On pense que c'est à la fois quelque chose qui est très utile et passionnant. Tout à fait d'accord avec toi, Arthur. Merci beaucoup. Super passionnant et super utile. Et je vois aussi des pouces apparaître, donc je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Euh, donc, maintenant, après avoir aussi écouté ce retour d'Arthur, euh, et vu que vous êtes tous présents, tous et toutes à ce webinaire, j'imagine que vous vous retrouvez peut-être dans certains des profils qui sont affichés ici. Donc, je voudrais vous poser la question maintenant de savoir si vous êtes tout à fait d'accord ou un peu, enfin, moins d'accord avec les différents profils qui sont là. Alors peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec aucun de ces profils, mais si vous pouvez aller sur le Menti, donc, et vous dire dans quel profil vous vous retrouvez. Donc on a d'abord un profil de je suis curieuse ou curieux, je voudrais connaître davantage sur les impacts et dépendances des entreprises vis-à-vis de la biodiversité. Ensuite, on a un profil, j'ai des bases, mais je ne sais pas comment encore commencer une stratégie diversité, biodiversité dans mon travail. On a aussi un profil qui est, j'ai besoin d'avoir des arguments pour convaincre de l'importance de traiter ce sujet. Il y a aussi plutôt le profil réglementaire. Je sens une pression réglementaire forte vis-à-vis de la biodiversité pour les entreprises. Ensuite, il y a un profil plutôt chaîne de valeur. Donc, les clients et ou des investisseurs me demandent si nous faisons des actions pour les biodiversités. Et finalement, le profil de quelqu'un qui a déjà vu qu'il y a une démarche biodiversité peut-être dans son entreprise ou dans son activité, mais qui aimerait bien apprendre à valoriser mieux cette démarche et aller encore plus loin. Donc, nous aimerions comprendre, enfin, on aimerait comprendre un peu mieux dans quel profil vous vous situez. Donc là, je vois déjà beaucoup de réponses et c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de vous qui sentent quand même qu'il y a cette pression de la chaîne de valeur. Donc en tout cas, qu'il y a des clients et des investisseurs qui vous demandent qu'est-ce que vous faites en termes d'action pour la biodiversité. Que vous n'êtes pas, pardon, excusez-moi, je viens de le lire en inversé. Justement, ça m'avait un peu surpris. Que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, mais que en effet, vous êtes curieux, vous avez besoin d'arguments pour convaincre. Que oui, tout à fait, vous aimeriez aussi bien valoriser la démarche. Ok, donc ça me semble beaucoup plus logique. Bon, bah super du coup. Une centaine de réponses et c'est très intéressant de voir déjà ces profils-là. Très bien. Bon, bah du coup, continuons. À qui s'adresse cette formation? Donc, bon, bien sûr, à tous les profils qu'on a vus tout à l'heure. Euh, Et donc plus spécifiquement, un peu comme l'a dit Juliette au départ, il y a le département RSE et environnement, les départements d'entreprise, département stratégie et de risque, les départements des achats, des professionnels en reconversion. Donc, vraiment, pour nos formations, on voit qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui s'interrogent sur leur parcours professionnel de manière plus générale, et aussi les indépendants consultants dans le domaine de la transition écologique, évidemment. Donc, les objectifs de cette formation, en plus de répondre à vos besoins dans les profils, donc de répondre aux curieuses et aux curieux, il y a bien sûr quand même la maîtrise des cadres réglementaires liés à la biodiversité qui commence à être assez structurée, d'évaluer l'impact, les risques et la dépendance de son entreprise sur la biodiversité, de son activité sur la biodiversité, l'élaboration des actions concrètes en faveur de la biodiversité
pour sa feuille de route. Donc, notamment là, en regardant les avantages et les inconvénients, on peut appeler ça comme ça, ou des coûts, des bénéfices, quels horizons temporels aussi pour parler de la faisabilité de ces actions et finalement communiquer sur sa feuille de route biodiversité. Et là, tout à l'heure, avec le petit sondage sur les profils, je vois que c'est vraiment quelque chose qui va être assez important dans cette formation, notamment avec des arguments pour comment bien convaincre. Donc, de vraiment savoir comment communiquer sur une feuille de route biodiversité qui tient la route, qui est robuste, qui est soutenue par des chiffres, par des faits, euh, et qui montre aussi vraiment la pertinence pour son entreprise ou son activité. Donc, le format de cette formation, c'est environ 12 heures, donc sur 3 semaines, avec un format hybride. Donc, il y a vraiment d'abord une partie qui va être en ligne, donc avec une partie classe virtuelle et e-learning. Ensuite, une journée vraiment sur place, donc là, dans nos locaux où c'est vraiment important à ce moment-là de faire tout ce qui est lié à l'impact, les dépendances, les risques. On va le voir pendant cette journée en présentiel. Et ensuite, une partie en classe virtuelle sur la communication de sa feuille de route. Donc des classes virtuelles et des modules e-learning. Et on est en interentreprise. Donc, c'est aussi une des forces de cette formation ou des formations, toute formation interentreprise, hein, c'est de pouvoir échanger avec des pairs dans d'autres entreprises, parfois du même secteur, parfois d'un autre secteur, mais en tout cas, de vraiment partager les bonnes pratiques, les obstacles, mais aussi les réussites, les clés de réussite qui font en sorte qu'une stratégie va être mise en place de manière plus ou moins facile. Et on essaye quand même d'avoir des groupes qui sont assez restreints, donc environ une quinzaine de participants, pour pouvoir avoir un maximum d'échanges avec vous. Donc, voici le détail du programme. Là, c'est un peu lourd. Je ne vais pas aller dans le détail de cette slide, mais juste pour vous montrer qu'il y a bien cette organisation en ligne, présentielle et ensuite en ligne. Et que c'est surtout la partie impact risque et aussi des actions qui est vue en présentiel. Et on va démarrer donc avec vraiment un moment d'onboarding pour comprendre beaucoup plus sur tous les fondamentaux scientifiques de la biodiversité. Et c'est là où il y a Marc Janson, donc botaniste au MNHN, qui va intervenir et il va aussi prendre la parole dans une minute pour bien démarrer, s'engager dans cette formation. L'approche pédagogique, donc une chose qui est importante dans l'approche pédagogique, c'est vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est de constituer une approche méthodologique pour sa propre feuille de route. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être le fil rouge pendant toute la formation. Donc il y a l'apprentissage entre pairs, des cas pratiques opérationnels, il y aura des petites évaluations la mise à disposition d'outils de diagnostic simples. Donc, ça fait partie de la formation et avec évidemment beaucoup de bibliographies pour sourcer tout. Bon, toutes les ressources aussi vous seront accessibles sans limite de temps. C'est important de le savoir et un envoi de certificat de complétion de formation à la fin, comme d'habitude. Donc voici un petit extrait de à quoi pourrait ressembler la feuille de route biodiversité. Donc c'est bien quelque chose que enfin, vous, les participants, remplissent au fur et à mesure de la formation. Donc c'est vraiment un livrable que vous avez à la fin, quelque chose que vous pouvez présenter en interne pour vous dire, bon, moi j'ai démarré, j'ai mis les bases pour constituer une feuille de route biodiversité pour mon activité. Conseil pratique, si vous allez sur le site, vous allez voir tout de suite les prix et les modalités de financement. Donc, par exemple, que c'est éligible aux OPCO. En termes de comment s'inscrire, bon, également, si vous allez sur le site, vous devez juste cliquer sur les dates et inscriptions pour trouver la date qui vous convient. Et une fois que vous avez rempli le formulaire, vous recevrez une convention de formation. Et une fois que vous l'avez signée, c'est parti. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là en termes d'explications plutôt pratiques sur la formation elle-même. Bien sûr, si vous avez des questions là-dessus, je pourrai y répondre tout à l'heure.
Mais revenons vraiment au sujet clé de cette formation avec Marc Janson. Marc est botaniste au Musée national d'histoire naturelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur vraiment qu'est-ce qui va se passer pendant cette première session de onboarding avec une conférence vraiment sur les fondamentaux et scientifiques rigoureux sur qu'est-ce que la biodiversité? Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc en effet, moi je vous parle avec une forme de prisme, hein, puisque je suis botaniste, donc je suis plutôt attaché au monde végétal auquel s'appliquent des concepts de biodiversité. La bonne nouvelle, c'est que les concepts scientifiques associés disons, à la biodiversité végétale sont à peu près les mêmes et sont en tout point, à peu près en tout point comparables disons, aux concepts et aux méthodologies de compréhension, de description et d'analyse de la biodiversité pour d'autres règnes. Alors, peut-être effectivement vous dire que je suis botaniste. Qu'est-ce que c'est qu'un botaniste aujourd'hui? Je pense que parler de la biodiversité, et merci de le faire, c'est aussi peut-être utiliser des mots qu'on a oubliés, ouvrir les yeux sur un monde vivant qu'on ne voit plus. Je pense que c'est pas tout à fait récent, ça fait quand même quelques décennies, mais qu'en même temps que la biodiversité disparaît, on a perdu complètement, tous autant que nous sommes, les outils pour ne serait-ce que la voir, ensuite la décrire, ensuite la comprendre. Donc peut-être revenir sur ce mot botaniste. Moi, j'ai été formé plus particulièrement à la taxonomie, hein, c'est-à-dire la science, puisque comme le disait Arthur Pivin tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une forme de complexité actuelle dans l'appréhension et la compréhension de ce qu'est la biodiversité, mais peut-être parce qu'avant tout c'est une science oubliée, donc ce mot de taxonomie que plus personne ne connaît, c'est tout simplement observer, décrire et nommer le vivant, hein, puisque nous verrons dans la formation quels sont les concepts, qu'est-ce que c'est que cette biodiversité dont tout le monde parle, mais que finalement très peu de gens comprennent vraiment. Et donc, à la base de cette conception de la biodiversité, il y a d'abord la dénomination du vivant, c'est-à-dire que la biodiversité, ce sont des espèces, entre autres, on rentrera plus dans le détail, et que les espèces, pour les comprendre et pour les préserver éventuellement, il faut d'abord les décrire et les nommer. Donc ça, c'est une grosse partie du métier. Après, c'est comprendre l'évolution et la classification, hein. Ce vivant, il est composé de certaines entités que pourraient être, enfin, que sont les espèces et pas que. Et ensuite, c'est comprendre comment on les classe, comprendre leur évolution, parce que tout ça, bien sûr, ça a un impact énorme sur ce que nous voyons aujourd'hui et comment essayer d'agir pour préserver la biodiversité en fonction de sa structuration et en fonction de sa nature, je dirais, à la fois en fonction des territoires, en fonction des climats et en fonction des pays. Donc ça, c'est un premier bloc en quelque sorte de compétences et de formation. Après, vous dire peut-être quelques mots sur le Muséum national d'histoire naturelle, qui est une institution publique dépendante du ministère de la Recherche et du ministère de l'Enseignement supérieur, pardon, ministère de l'Écologie et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec plusieurs missions absolument fondamentales, que sont d'abord la préservation d'un patrimoine scientifique exceptionnel avec 67 millions de spécimens d'histoire naturelle qui sont conservés essentiellement au cœur de Paris, mais dans 14 sites en France qui seront à peu près distribués partout sur le territoire national, de la Bretagne à la Provence. Que c'est une des rares institutions au monde, on n'en connaît que deux, hein, le Smithsonian Museum à Washington aux États-Unis et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, c'est-à-dire que ce sont des institutions qui couvrent l'ensemble du monde qui est le nôtre, à la fois le monde végétal, le monde animal, le monde humain avec le musée de l'homme. Donc en gros, des poussières extraterrestres aux météorites, en passant par les papillons, les oiseaux, les mousses, les nénuphars et les objets ethnographiques, on a vraiment une institution unique en son genre, qui est ancienne, hein, fondée au tout début du XVIIe siècle par Louis XIII, dans un but assez utilitaire, je dirais, puisque c'était le jardin royal des plantes médicinales. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va évoquer dans la conférence, c'est-à-dire ce rapport toujours un petit peu utilitaire que l'on a par rapport à la biodiversité, qui nous biaise dans notre analyse et qui nous empêche peut-être de voir que cette biodiversité comme le disait Arthur Pivin tout à l'heure, elle est importante pour les entreprises, pour les activités, mais beaucoup plus fondamentalement et beaucoup plus simplement, elle est tout simplement indispensable à notre existence même. Donc, on verra ensemble, au-delà des définitions de la biodiversité et des concepts qui y sont associés, les enjeux. Pourquoi faut-il préserver cette biodiversité et pourquoi est-ce aussi crucial
pour les entreprises, pour, évidemment, je pense que c'est très important et je remercie tous les participants parce que le muséum est une institution publique. Nous sommes des fonctionnaires, des chercheurs, des conservateurs. On essaye de faire de notre mieux, mais évidemment, l'impact ne pourra avoir lieu que si tout le monde s'y met. Et Dieu sait si les entreprises ont un rôle à jouer dans cette discipline-là, ou en tout cas dans cette question actuelle-là. Et donc, nous verrons ensemble comment voilà, qu'est-ce que ça veut dire préserver la biodiversité? Donc, on parlera de santé globale, puisqu'en fait, nous sommes nous-mêmes une énorme, on se définit toujours comme un être humain, mais au sein même de notre corps, on est un espèce d'écosystème qui accueille des dizaines, des centaines, des milliers d'espèces différentes. Donc, on essaiera d'utiliser des exemples très différents pour que ça devienne très parlant et que les enjeux deviennent absolument, d'abord compréhensibles et ensuite que leur importance et le côté imminent d'agir soient complètement perçus. Pour ça, on reviendra un peu sur certains éléments du muséum, mais notamment les collections, mais on sera beaucoup plus sur une formation assez type. L'idée, c'est pas de vous abrutir de concepts très scientifiques ou de théories scientifiques. Il y en aura un petit peu, hein, puisque c'est une science et le muséum est évidemment une institution scientifique qui va utiliser des éléments scientifiques pour analyser et comprendre. Mais l'idée, c'est aussi d'utiliser des exemples presque du quotidien, ou en tout cas des choses dont j'espère pour la plupart d'entre vous, vous aurez entendu parler, pour rendre tout ça absolument compréhensible. Et puis, on évoquera ensemble les actions qui sont parfois assez simples et très accessibles, mais on verra ensemble une forme de panel d'actions possibles pour que, une fois le constat posé et les outils développés, ben, chacun puisse repartir avec un peu d'espoir déjà, puisque la biodiversité, c'est une source d'inquiétude et c'est une biodiversité en péril, comme on l'a dit précédemment, mais c'est aussi une ressource extraordinaire de solutions potentielles pour notre avenir en tant qu'espèce humaine. Et puis peut-être quelques cibles ou quelques éléments déjà bien compris de tous pour qu'ensuite, chacun dans vos métiers, chacun dans vos expertises, vous puissiez le traduire d'une façon concrète. Voilà. Et puis je crois qu'il y aura tout à l'heure un petit peu de temps de questions et de réponses. Donc je suis aussi avec vous jusqu'à la fin pour répondre à d'autres questions si tel est le cas. Merci, merci beaucoup Marc. En effet, on a un temps de questions-réponses. Donc, pour les personnes qui souhaitent entrer un peu plus dans le détail de tout ce que tu viens de dire, il y aura un peu de temps à la fin. Ok, donc merci beaucoup pour ce petit aperçu. Ça donne aussi un peu de suspense pour le contenu de la formation. Maintenant, je voudrais bien passer du coup le micro à Gaëtan Grange, qui est donc manager RSE chez Agar. Et donc, Gaëtan, on est très heureux de t'avoir parmi nous pour être panéliste pour ce webinaire de lancement pour cette formation parce que Agar fait vraiment des choses très intéressantes sur ce sujet. Donc, est-ce que peut-être tu pourrais enfin, d'abord déjà commencer peut-être par te présenter et aussi Hager et ensuite répondre à quelques questions. Donc, je vais juste les poser toutes comme ça tout de suite et comme ça tu pourras prendre le temps pour répondre aux différentes questions, mais surtout pourquoi Hager a démarré cet intérêt et pourquoi a commencé à s'intéresser à la biodiversité. Pourquoi donc la formation est un outil intéressant et aussi important pour améliorer votre impact sur le sujet. Donc ce mot impact revient tout le temps et c'est difficile de le lier parfois à la formation. Donc comment vous appréhendez donc ce sujet d'impact vis-à-vis de la biodiversité? Et de manière générale, comment ça se passe donc chez Hager avec ce sujet. Donc, je te passe le micro directement, Gaëtan, euh, pour nous en dire un peu plus. Ok, merci, merci Christina. Bonjour à tous. Donc, Ager, c'est une entreprise industrielle franco-allemande de quasiment 13 000 collaborateurs, pardon, qui fait à peu près 3 milliards de chiffres dans le monde. Et c'est une entreprise qui fabrique et qui vend du matériel électrique
donc des tableaux électriques, des disjoncteurs, cheminement de câbles, des interrupteurs, mais aussi des outils de mesure des consommations énergétiques des bâtiments et des bornes de recharge de véhicules électriques. Voilà, globalement, ce qu'est l'entreprise Aguerre pour que vous puissiez éventuellement faire le lien avec vos activités à vous. Euh, Moi, je travaille dans l'équipe développement durable de cette entreprise depuis 3 ans. J'ai mené différents projets d'innovation pour réduire notre empreinte carbone et mettre en place la circularité dans certains produits et dans le groupe en général. Et puis, je m'occupe aussi de la communication interne sur ce sujet et des formations des collaborateurs. Donc, évidemment, tout ce qui a été dit m'intéresse particulièrement. Donc ça, c'est pour planter le décor. Après, tu m'as demandé pourquoi on a commencé à s'intéresser à la biodiversité. Euh, donc, Aguerre, c'est une entreprise industrielle qui fabrique ses produits. Donc, on a évidemment des émissions directes qui sont conséquentes. Et surtout, nos produits sont des produits de protection électrique, donc essentiellement en plastique vierge. Et quand c'est pas du plastique, c'est du métal. Donc, le sujet des matériaux et de la pression sur l'environnement qu'on peut exercer, nous, en tant qu'entreprise, et ça fait le lien avec ce qui a été dit précédemment, c'est des sujets qui sont très importants pour nous. Et du coup, depuis quelques années, on a structuré la démarche parce on faut savoir que nos clients aujourd'hui, nous ne demandent pas tellement de comptes sur la biodiversité par rapport aux questions qui a été posées dans le Menti. On n'a pas tellement de pression qui viennent de nos parties prenantes. Donc, ça doit venir de nous, ce qui n'est pas un problème, mais il faut quand même en être conscient. Donc, on a commencé par s'intéresser, comme tout le monde, à notre empreinte carbone. On a commencé par les enjeux climat, peut-être parce que c'est plus simple, comme le disait Arthur, ou parce que c'était le plus important de notre côté, en tout cas à ce stade-là. Donc, on a d'abord fait notre première empreinte carbone avec Carbone 4, qui nous a permis de vraiment prendre conscience de l'importance des différents postes, de l'implication de différents départements et de mettre en perspective toutes les différentes interactions et les différents impacts de nos actions, à la fois en interne et en externe. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on a évidemment développé un plan de décarbonation pour les différents départements de l'entreprise et on a lancé ces plans. Ça nous a pris 2 ans et demi à peu près. Et maintenant, on est sur des plans qui sont vraiment intégrés dans les stratégies des différents départements de l'entreprise et qui sont en train d'être mis en place. Donc, on peut enfin passer à la suite. Et pour nous, la suite, c'est vraiment la biodiversité parce que ça nous a peut-être pris un petit peu plus de temps que pour comprendre notre impact sur le climat, mais maintenant, on en est conscient et on peut s'y atteler. Je rejoins et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Arthur sur la complexité du sujet. Et c'est peut-être pour ça aussi que pour commencer, on a commencé par le carbone et maintenant on s'attelle à la biodiversité. Et pour nous, le sujet est vraiment en démarrage et on a décidé de démarrer par une formation pour pouvoir faire le lien entre les actions qu'on a au quotidien et leur impact. Et c'est pour ça que c'est là qu'on fait le lien entre le business et la formation en tant que telle. C'est que finalement, on est persuadé chez Aguerre qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne comprend pas. Ou si on le comprend mal, on risque de mettre en place des actions qui finalement auraient peut-être des conséquences pires. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu faire et c'est pour ça qu'on veut commencer par se former nos collaborateurs, notamment côté engineering, pour que au niveau de la conception des produits, on ait vraiment cette prise en compte des différents impacts, à la fois sur le climat et sur la biodiversité, pour être sûr que en voulant améliorer un point climat, on ne détériore pas un point biodiversité. Donc on voudrait vraiment avoir une vue plus exhaustive sur les impacts qu'on peut avoir sur l'environnement en général. Donc c'est pour ça qu'on fait la formation. C'est pour prendre conscience des enjeux et pour être capable d'agir en les ayant en tête et de façon juste pour l'avenir. J'espère que ça répond à peu près à la question. Et la Ouais. fin de ta question, c'était sur comment ça se passe et comment on a fait ou qu'est-ce qu'on est en train de faire, si je me souviens bien. Oui, c'est bien, Et c'est exactement comment ça se passe voilà, pour maintenant finir, voilà, pour finir la boucle. opérationnellement.
C'est ça. Une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on aille plus loin que juste le climat, il faut qu'on intègre la biodiversité. On a commencé par faire une fresque de la biodiversité animée par Carbone 4 pour nous, pour l'équipe environnement, pour se rendre compte de quoi on parle et pour essayer de commencer à se mettre les ordres de grandeur en tête et commencer à réfléchir sur le sujet. Et puis, comme toutes les fresques, on en est sorti avec une prise de conscience élevée et avec une envie d'agir et de repenser nos actions sous cet angle plus large. Donc, un peu en parallèle de ce qu'on avait pu faire sur la partie climat, on est en train de faire, on a lancé, on va avoir dans quelques semaines les résultats de l'audit biodiversité qu'on a fait avec vous toujours, puisque vous êtes vraiment notre partenaire sur ces sujets environnement. Et le but de cet audit de notre impact biodiversité, c'est de pouvoir en sortir des plans d'action qui soient à la fois précis, mais surtout euh, ouais, performants, pertinents sur ce qu'on veut faire et ce qui serait intéressant de faire, en commençant par évidemment les actions qui auront le plus d'impact et qui sont les plus critiques à mener. Donc, une fois qu'on aura cet audit-là, et en parallèle de la formation des collaborateurs, d'ici quelques mois, on se projette sur à peu près le mois de juin, juillet, on sera prêt à faire nos vrais plans d'action qui seront traduits et mis en place dès la fin de l'année et pour l'année prochaine. Donc, on a deux actions finalement en parallèle. D'une part, la formation des collaborateurs qui est commencée et qui va continuer, et d'autre part, l'audit de l'impact biodiversité. Tout ça pour nous mener vers notre stratégie biodiversité qui sera faite d'ici la fin de l'année. Voilà, j'espère que ça répond aux questions. Absolument, merci beaucoup Gaëtane. Et on retrouve souvent cet acheminement en effet, des acteurs qui s'intéressent au climat et ça les fait amener sur les sujets de la biodiversité dans un deuxième temps. C'est souvent quelque chose qui arrive un peu après, quand on regarde aussi les, les fameux COP qui sont sur le climat et ensuite sur la biodiversité. Il y a un peu, on voit un parallélisme, mais un peu décalé dans le temps pour ces deux sujets. Mais bon, la biodiversité va plus vite, donc on va rattraper. Que, en effet, l'outil de la formation est surtout quelque chose, oui, pour être sûr d'agir au bon endroit, au bon moment, d'avoir cette vision bien holistique. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir tout ce qui a été mis en place déjà chez vous. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et merci aussi à nos autres panélistes. Donc, merci Arthur, Marc et aussi Juliette. Euh, on a un quart d'heure, donc c'est parfait. Je voudrais passer à un moment de questions-réponses, si vous en avez. Ça se trouve, tout était parfaitement clair, mais peut-être vous avez des questions. Donc, je vais regarder dans le Q&A si il y a des questions qui ont déjà été posées. Et sinon, c'est le moment de poser vos questions dans la petite barre de Zoom Q&A et on va demander donc aux différents panélistes d'y répondre. Euh, donc, je suis en train de regarder. Euh, alors, je vois qu'il y a une question qui est dans quelle mesure la formation permet d'aboutir à des actions qui visent à régénérer, préserver la biodiversité, impact positif et non pas seulement à réduire notre impact. La question vient de disparaître. Je pense que c'est parce que la question a été répondue. Est-ce qu'il y a quand même donc un des formateurs, peut-être Alexis ou Léa ou Arthur, qui voudrait bien répondre à cette question à l'oral pour que ce soit disponible pour tout le monde? Ouais, je peux répondre à la question. Alors, oui, on l'abordera, mais dans le cadre d'une stratégie globale d'entreprise. Donc, ce qu'on aborde, c'est la mise en place d'une stratégie globale pour l'entreprise. Et dans ce cadre, les actions de régénération peuvent avoir un rôle, en sachant que pour nous, le pilier central, ça reste généralement quand même la réduction de ces impacts. Mais dans certains cas, ça peut aussi être intéressant. Donc, on abordera ce point-là et rapidement aussi la question enfin, l'écosystème actuel des certificats biodiversité qu'on abordera aussi lors de la formation.
Tout à fait. Merci beaucoup, Léa. Donc, je vois une question pour Gaëtan également. Donc là, la question c'est, même si vous êtes au début, quel type d'impact avez-vous déjà identifié des activités de Hager sur la biodiversité? Est-ce que Gaëtan, tu voudrais donner un début de réponse à cette question? Oui, alors effectivement, on pourra se reparler d'ici quelques temps quand on aura l'audit complet. Mais on a finalement pour l'instant, deux types d'impacts. On a les impacts qui sont liés à nos activités directes, donc la construction de nouvelles usines, qui a un impact direct sur l'artificialisation des sols, parce que évidemment, souvent on construit des usines là où avant il y avait des champs. Donc ça, c'est des éléments, en tout cas, on construisait. Peut-être que maintenant, ça va influencer notre stratégie, mais pour l'instant, il y a cet impact qui est vraiment lié à nos activités directes. Pareil pour notre logistique, notre chaîne de logistique. Donc ça, j'allais dire, relativement simple. Et après, on a des impacts qui sont liés aux ressources qu'on utilise dans nos produits. Donc tout ce qui est extraction des ressources, pression sur les ressources, à la fois pour des ressources pour le plastique, donc pétrole, plastique, du métal, comme je disais tout à l'heure. Mais on a aussi une partie de nos produits qui sont des cartes électroniques avec tout ce que ça implique d'impact sur les matériaux rares, les métaux rares, etc. Donc voilà, globalement, on est sur deux types pour l'instant. Après, il y a tout ce qui concerne la fin de vie de nos produits, qui a un gros impact, enfin, qui est souvent mesuré en impact carbone, mais qu'on voudrait aussi mesurer en termes de biodiversité, puisque nos produits sont en plastique résistant au feu, donc on ne peut pas les brûler en fin de vie. Et d'ailleurs, même si on les brûlait, ce ne serait pas forcément la meilleure chose à faire. Il n'empêche, aujourd'hui, la fin de vie de nos produits est peut-être un dernier impact, mais pour l'instant, on a vraiment très peu d'informations sur le sujet, donc c'est un peu difficile de vous répondre pour l'instant. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Donc ensuite, je vois une question, enfin il y a même deux questions en plus sur les outils. Donc il y a une question qui est quel outil est utilisé pendant la formation pour appréhender l'impact de son entreprise sur la biodiversité? Et une deuxième question qui est dans la formation, vous mentionnez des outils de diagnostic. Est-ce qu'à la fin de la formation, on peut, et est-ce qu'on sait, on peut les déployer, ces outils? Donc là, peut-être donc quelqu'un de la pratique biodiversité voudrait bien répondre à ces questions sur les outils plus spécifiquement, donc les outils de diagnostic ou les outils d'appréhension des impacts, des cadres qui sont utilisés, les méthodologies. Je peux répondre. La formation, elle permet d'avoir une vision déjà d'ensemble de tous les outils qui existent, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, et savoir vers lesquels on peut s'orienter ensuite. Évidemment, en quelques heures, c'est compliqué, même impossible, de pouvoir avoir une formation qui permet de maîtriser tous les outils et de pouvoir les appliquer complètement soi-même, en tout cas pour les outils les plus poussés comme ceux d'empreinte biodiversité ou pour une démarche SBTN complète. Ça rejoint une autre question que j'avais vu passer sur la démarche SBTN qui notamment n'était pas complètement, enfin était en cours de construction. Donc ça permet de choisir justement quels outils pourront être utilisés ensuite pour la stratégie d'entreprise. Et potentiellement, ça nécessite des accompagnements derrière pour certains. Pour d'autres, ils peuvent être utilisés directement. La base Encore, par exemple, c'est des outils qui peuvent être faciles à utiliser pour réfléchir à ses impacts et ses dépendances. Mais évidemment, sur quelques heures, on ne peut pas non plus avoir une connaissance parfaite de l'utilisation de tous les outils. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense très bien, Léa. En effet, il y a des outils qui sont plus ou moins complexes, hein, tout simplement. Mais le but, c'est vraiment pour les outils plus simples qu'on peut expliquer dans le temps imparti, en effet, vous donner la possibilité de les utiliser, les déployer. Donc là, c'était les questions sur l'outil. En effet, aussi, tu as déjà répondu un peu à la question sur SBTN. Ensuite, il y a encore une question pour toi, Gaëtan. Donc, quels sont les métiers sélectionnés pour suivre la formation biodiversité? Donc, je pense que c'est un peu plus large. Quelles sont les personnes chez vous qui ont été déjà formées et qui le sont par la suite?
Alors, il y a en premier lieu, ça va être les métiers, les personnes qui sont en lien direct avec la conception produit. Donc, l'engineering, chez nous, c'est eux qui vraiment conçoivent la technicité des produits, quelle matière, quelle quantité, etc. On a aussi le design et le marketing. Ça, c'est vraiment la partie création produit qui sont formés en premier lieu. On a aussi les personnes qui s'occupent de notre impact industriel, industrial footprint, donc l'industrialisation, les méthodes et l'engineering. Et on a aussi les personnes qui sont un peu en aval, qui sont les métiers de services généraux, qui ont finalement la décision sur les bâtiments et les sites, une fois qu'ils sont construits et opérationnels, comment on arrive à essayer d'améliorer, d'amoindrir l'impact sur la biodiversité en laissant des friches ou des terrains, en tout cas libres, pour qu'il puisse y avoir de la biodiversité. Tout ce qui concerne l'exploitation des toits, des bâtiments, etc., c'est aussi ces personnes-là. Donc, on est vraiment sur ce type-là. D'une part, la conception produit, ensuite l'industrial footprint, et enfin la gestion des sites et des bâtiments. Et puis, l'équipe environnement, évidemment. Évidemment. On est d'accord. Donc, merci, merci en effet. Enfin, ça fait quand même pas mal de monde, hein. C'est un paquet. Euh, Très bien. Du coup, il y a une question un peu plus conceptuelle peut-être. Euh, donc, est-ce que le modèle d'économie régénérative est pour vous un nouveau concept business ou au contraire, vous voyez de vrais leviers chez les entreprises pour faire de l'éco-régénérative? Donc, si oui, lesquels? Avez-vous des exemples d'éco-régénérative? Donc là, est-ce qu'il y a je pense peut-être à Arthur ou au même Marc, Alexis et Léane, n'hésitez pas pour la personne qui souhaiterait bien répondre à cette question sur le modèle d'économie régénérative. Euh, je peux essayer d'y répondre. Vas-y, Disons que Arthur. l'économie régénérative, c'est essayer de développer un mode d'activité économique qui, au lieu de détruire le vivant, permet de le régénérer. Il faut dire que c'est l'objectif, mais il faut bien avoir en tête que c'est à très très long terme. Aujourd'hui, on est dans une phase où l'objectif, ça va être avant tout de réduire, de parvenir à réduire un petit peu, puisqu'on est dans une phase où on est en train, où finalement l'économie détruit le vivant. Et donc l'objectif, dans un premier temps, c'est de réduire cet impact-là pour, dans un second temps, réussir à cesser de détruire et, dans un troisième temps, j'ai envie de dire, régénérer. L'économie régénérative, c'est un peu l'équivalent du climate positive. C'est-à-dire, imaginez un fonctionnement économique où on génère des actions positives pour le climat. On peut le garder dans un objectif, disons, conceptuellement comme un objectif, mais il faut garder en tête que c'est à très très long terme. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un impératif de parvenir à réduire très rapidement ces impacts et à s'adapter à finalement les conséquences de l'érosion du vivant sur nos activités et sur nos modes de vie. Et donc, bien sûr, la formation s'inscrit dans cet objectif-là, mais il faut le voir finalement comme un point d'entrée. Si on veut avoir, dans une phase d'économie régénérative, il faut d'abord très rapidement réduire ses impacts. Si on veut réduire ses impacts, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et donc, finalement, cette formation s'inscrit comme une étape 0 ou une étape 1 de cette démarche qui peut nous mener, disons, en beaucoup d'étapes vers la question de la régénération. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais simplement, nous, on est un peu prudent avec ce terme-là parce qu'il faut pas, il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, on en est très, 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 très loin de pouvoir envisager une économie régénérative. Sauf dans certains secteurs très particuliers. Une entreprise qui travaille dans la régénération, par exemple, une entreprise qui fait des projets de régénération. Dans ce cas, peut-être oui, mais c'est un cas extrêmement minoritaire. Ouais, tout à fait. Donc ça va être intéressant dans la formation. C'est pas pour un seul secteur ou un seul type d'entreprise en particulier. C'est vraiment dédié à ce monde des entreprises de manière plus générale. Donc avec plusieurs différents secteurs qui vont être représentés et donc ils vont être plus ou moins concernés par ce sujet.
comme le dit bien Arthur. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, j'ai le temps pour encore une question, donc je vais essayer de ramasser les questions qui restent dans une seule. Il y a deux questions qui sont sur le public cible plutôt de cette formation. Donc, est-ce que la formation est adaptée pour des organismes de recherche ou plus généralement des sociétés de services et non des sociétés de production? Et la question, la formation vous semble-t-elle pouvoir s'appliquer utile dans le secteur public ou bien une déclinaison spécifique serait-elle envisageable? Donc, je vais juste répondre à cette question-là. En effet, la formation, elle est vraiment conçue pour la transformation des entreprises. Donc, en effet, on est dans cette logique dans une entreprise, il faut mettre certaines différentes personnes autour de la table. Il y a certains outils qui existent. Il y a des cadres d'analyse spécifiques pour des entreprises. Donc, en effet, on est vraiment plutôt sur ce public cible de l'entreprise. Ensuite, que ce soit une entreprise qui gère plutôt des services ou des productions, enfin, chaque méthodologie peut être adaptée et l'impact ou la dépendance ou les potentiels impacts positifs même peuvent différer donc en proportion en fonction de ces différentes typologies d'entreprises. L'idée, c'est d'avoir cette vision-là. Bon, après, je vois qu'il y avait beaucoup de curieux ou de curieuses aussi dans la salle. Donc, bien sûr, les personnes qui sont là pour ces raisons-là peuvent aussi s'y retrouver. Mais les cadres d'analyse sont bien celles des entreprises. Euh, d'accord, donc il y a quelques questions bien sûr qui restent, mais je n'ai plus le temps de les prendre. Donc si vous avez encore des questions très très importantes ou vous souhaitez nous les poser, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec votre question. Dans tous les cas, on va peut-être bientôt vous revoir. Donc déjà, un très grand merci à déjà tous les panélistes quand même, parce que merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre expérience sur la biodiversité avec nous, de nous donner un petit aperçu de qu'est-ce qui va être à l'intérieur de la formation, pour expliquer pourquoi elle existe et aussi pour savoir comment des entreprises peuvent aller encore plus loin grâce à des formations sur ce sujet. Donc, il y a aussi juste un grand merci à dire à vous qui étiez donc présents pour ce webinaire de lancement aujourd'hui. Euh, Peut-être à bientôt. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, et, euh, et voilà, j'espère que vous allez continuer à réfléchir au sujet de la biodiversité pendant encore longtemps. Ce sujet est vraiment très passionnant qu'on a envie de bien garder. Bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.